Et si le silence d'une famille pouvait briser une vie entière, avant même que le destin ne décide de tout renverser? Cette histoire révèle comment une valise jetée au sol a ouvert la porte à une vérité que personne n'était prêt à affronter. Restez jusqu'à la fin, car ce que l'on croit savoir sur l'amour familial n'est parfois qu'un mensonge soigneusement entretenu. Qui dans votre entourage vous a déjà fait sentir invisible? Le tintement d'une fourchette contre une assiette ébréchée était le seul bruit dans la maison ce matin-là. Le soleil n'avait pas encore complètement surgi au-dessus du quartier calme de Raleigh. Pourtant, la cuisine était déjà plus froide qu'un vent de janvier. Je m'assis à la table, les mains serrées autour d'une tasse tiède dont je ne me souvenais même pas avoir versé le contenu. Ma mère se tenait près de la cuisinière, retournant des œufs dans la poêle avec une indifférence qui disait que son esprit était ailleurs ou qu'elle se préparait à prononcer des mots qu'elle n'était pas prête à dire à voix haute. Mon père, assis en face de moi, gardait les yeux rivés sur son téléphone, tapotant son pouce avec une précision mécanique. Pas de bonjour, pas de comment as-tu dormi chérie, juste ce silence large et terrible qui rendait même ma respiration intrusive. Je savais que quelque chose arrivait. On sent toujours quand sa présence commence à ressembler à un encombrement dans une pièce où l'on a pourtant appartenu autrefois. Quand ma mère parla enfin, ce ne fut pas avec colère. C'était pire. C'était professionnel. Nous pensons qu'il est temps que tu commences à te tenir sur tes deux jambes, dit-elle sans lever les yeux. Je clignais des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. J'ai toujours tenu sur mes deux jambes, répondis-je doucement. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis juste entre deux baux. Tu as presque 40 ans, Élise. Coupa mon père sans cesser de faire défiler son écran. Tu as eu largement le temps de trouver ta voie. Mon estomac c'est Noah. Il ne s'agissait pas d'un bail. Il s'agissait de moi. J'ai un emploi à temps plein. Je paie ma voiture, mon téléphone, tout. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, et vous êtes encore ici. Ma sœur Valérie lança depuis l'escalier, sa voix tranchante comme du verre. Elle ne cherchait même pas à masquer le sourire narquois qui se répandait sur son visage. Ma mère s'éloigna de la cuisinière, traversa la cuisine et fit glisser quelque chose sur le sol vers moi. Cela heurta le pied de ma chaise, la valise, la vieille marron que j'utilisais à l'université, avec la poignée effilochée, et le petit autocollant de tortue que j'avais collé en deuxième année. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Je levai les yeux, le cœur battant. Vous êtes sérieux? Nous ne faisons pas cela pour être cruels, dit mon père. Nous pensons simplement qu'il est temps, comme si j'étais un projet en retard depuis longtemps. Tu as 15 minutes, ajouta ma mère en s'essuyant les mains sur un torchon, comme si nous venions de terminer un brunch. Valérie croisa les bras sur la rambarde. Je vous avais dit qu'elle le prendrait mal. Je ne prononçais pas un mot. Je ne demandais pas un jour de plus. Je me levais simplement. Je ne pris rien. Il ne proposait rien. Tout ce que je possédais était déjà rangé dans des cartons au garage ou jeté. La valise était encore à moitié fermée depuis la dernière fois. Je la ramassais, son poids me sembla à la fois étranger et rassurant. Au moment où j'atteignis la porte d'entrée, ma mère m'appela une dernière fois. « Attends !» Je me retournai. Elle me lança un bonnet tricoté bleu et gris, légèrement distendu. « Tiens, pour que tu ne gèles pas, nous ne sommes pas des monstres. » Je fixai le bonnet dans ma main, un instant de trop, puis je revins sur le porche et le déposai doucement sur le paillasson. « Je sais, dis-je, c'est pour ça que cela fait si mal. » Je ne claquai pas la porte, je ne criai pas, je ne demandai pas pourquoi. Le silence était la seule dignité qu'il me restait. Je descendis l'allée, la valise traînant derrière moi, comme le fantôme de tous les « tu ne vaux pas assez » qu'ils n'avaient jamais prononcé à voix haute, mais qu'ils avaient montré de 1000 façons. À l'arrêt de bus, je m'assis sur le banc froid et resserrai mon manteau autour de moi. Je n'avais aucun plan, pas d'argent, pas d'appartement en vue, mais j'avais encore du souffle. J'avais le calme et le temps.
La rue était vide hormis quelques voitures qui passaient en sifflant. Je regardais mon haleine formée de la buée dans l'air du matin et comptais combien d'anniversaires, de fêtes d'urgence j'avais tout abandonné pour eux. J'avais tout donné. Ils m'avaient donné 15 minutes. C'est alors que mon téléphone vibra. Une notification de la commission de la loterie de l'État. La vibration dans ma poche de manteau me fit sursauter plus que de raison. Mes doigts raidis par le froid tâtonnèrent en sortant l'appareil. Un seul message brillait sur l'écran, plus lumineux que le soleil levant. Commission de la loterie de Caroline du Nord. Notification officielle. Au début, je crus à un spam, un message frauduleux cherchant à m'attirer dans une arnaque. Mais quelque chose dans le format, le sceau, la formulation n'était pas générique, c'était officiel. Je fixai le message, puis je l'ouvris. Chère mademoiselle Élise Laurent, nous vous contactons en tant que détentrice d'un ticket gagnant vérifié du tirage numéro 1128. Votre participation correspond à tous les 6 numéros. Montant estimé 200 000 $. Je clignai des yeux une fois, 2 fois, puis je plongeai la main dans mon portefeuille, les doigts tremblants en sortant le bout de papier que j'avais glissé derrière ma carte de bibliothèque expirée. J'avais failli le jeter la semaine précédente en nettoyant mon sac. Les bords étaient pliés. Une tache de café avait coulé dans le coin, mais les numéros restaient lisibles. 2, 4, 1, 3, 3, 9, 0, 8, 3, 1, 5. Je relus les numéros dans le message. Ils étaient exactement les mêmes. Je ne me souviens pas du son que je fis, mais ce n'était pas de la joie. Ce n'était même pas du soulagement. C'était un rire, court sec presque amer. Le genre de rire que l'on laisse échapper quand quelque chose d'absurde arrive et que l'on n'arrive pas encore à y croire. 2 semaines plus tôt, j'étais debout sous les lumières fluorescentes, tout d'une station-service juste après la sortie d'ICEPT, les yeux fatigués après avoir donné des cours du soir au centre d'apprentissage pour adultes. Mon corps me faisait mal, ma gorge était irritée et j'avais une pile de copies non corrigées dans la voiture. J'étais épuisée jusqu'aux os et je me sentais invisible. J'avais pris une bouteille d'eau, une barre de céréales et sur un coup de tête un ticket de loterie. Une de ces décisions que l'on prend, non pas parce que l'on croit gagner, mais parce que pour 5 $, on peut s'offrir 5 minutes d'espoir un peu fou. Le caissier, un homme maigre aux yeux fatigués et à la langue bien pendue, avait haussé un sourcil en scannant le ticket. Encore une qui rejoint le défilé des illusions, avait-il demandé avec un sourire. J'avais répondu par un sourire crispé. Il s'était penché plus près. Peu, être que ça t'achètera une meilleure famille si tu gagnes. Il avait ri, pas moi. De retour à l'arrêt de bus, le froid ne me mordait plus. Mon esprit était ailleurs, filant à toute vitesse, revisitant chaque souvenir où je m'étais senti rejeté invisible. Que ferais-je avec 2 millions de $? La première réponse fut stupidement automatique. Je pourrais les aider. Je pourrais rembourser leurs prêts immobiliers, acheter à maman une meilleure voiture, créer un fonds pour les études des jumeaux de Valérie. Cette pensée dura 3 secondes. Puis une autre vérité me frappa plus fort. Il m'avait jeté dehors avec moins de compassion que je n'en avais jamais montré à un chat errant. Ma main plana au-dessus de mon téléphone, le pouce tremblant au-dessus du nom de ma mère dans les contacts. Pendant 1 seconde, je pensais à appeler, pas pour me vanter, juste pour entendre si sa voix sonnerait différemment si elle savait. Mais je n'appuyais pas. À la place, j'ouvris l'application d'hôtel et réservai une chambre en centre-ville, quelque part de chaud avec des draps propres et des rideaux épais. Pour la première fois depuis des années, je commandais quelque chose pour moi, une tisane à la camomille et un vrai repas, sans vérifier d'abord si quelqu'un d'autre avait besoin de quelque chose, sans me dire « je vais économiser au cas où maman aurait besoin d'aide pour les courses » ou Valérie d'une pause avec les enfants. Juste moi prenant une décision pour mon propre confort. De retour dans cette chambre d'hôtel silencieuse, enveloppée dans une serviette, après la douche la plus chaude que j'avais prise depuis des mois.
Mon téléphone vibra à nouveau. C'était un message vocal de Valérie. Je n'avais pas envie d'écouter, mais je le fis. Juste pour que tu saches, maman, dis que tu as laissé un désordre dans la chambre d'amis. Vraiment classe. N'espère pas revenir. Elle raccrocha sans attendre de réponse. Je m'assis au bord du lit, la serviette encore humide, la main serrant trop fort le téléphone. Je ne pleurais pas. Je ne me mis pas en colère. Je supprimais simplement le message. Puis je tendis la main vers ma valise pour trouver une chemise propre. Et c'est là que je le vis. Plié dans le coin, presque camouflé dans la doublure, se trouvait le bonnet tricoté, celui que maman m'avait lancé, celui que j'avais laissé derrière moi. D'une manière ou d'une autre, il avait fini avec moi quand même, comme un fil persistant que je n'avais pas coupé. Je le ramassais lentement. La laine était plus lâche que dans mon souvenir, distendue et décolorée. Je ne pleurais pas. Je ne le jetais pas non plus. Je le pliais soigneusement, avec respect, puis le glissais au fond de la valise sous mes vêtements. Le lendemain matin, je pénétrais dans la banque avec un bonnet, une valise et un bordereau de réclamation valant des millions. Les portes vitrées de la banque s'ouvrirent avec un doux chuintement, tandis que je pénétrais à l'intérieur, les roues de la valise cliquetant doucement derrière moi. Le bonnet tricoté était glissé soigneusement sous mon bras, non plus pour me réchauffer maintenant, mais comme un rappel, un symbole, dont je ne savais pas encore si je voulais le garder ou le jeter. Il était un peu plus de 9 heures du matin. L'agence était calme, trop calme. La moquette étouffait chaque pas. Les lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement au plafond. Une rangée d'employés se tenait derrière leur guichet, tous en bleu marine, assortis des sourires polis, figés sur le visage. Je m'approchais de la plus proche, une femme peut être 10 ans plus jeune que moi. Son badge indiquait Gracie. Elle leva les yeux de son écran, cligna des yeux en me voyant, puis son regard descendit sur la valise avant de remonter sur mon visage. Son sourire vacilla. « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-elle, les yeux déjà suspicieux. Je ne lui en voulus pas. Je devais probablement avoir l'air de quelqu'un qui avait dormi sur un banc de bus. Même manteau, même bottes, tout pareil. Rien chez moi ne criait millionnaire. Je fis glisser le papier sur le comptoir. « Veuillez vérifier ceci et appeler votre responsable », dis-je d'une voix égale. Elle jeta un coup d'œil, fit un double take. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier, puis elle s'éclaircit la gorge et décrocha le téléphone. Je ne détournai pas le regard. Je ne m'agitais pas. Si je devais être doutée une fois de plus, que ce soit la dernière. Quelques minutes passèrent remplies seulement du tapotement discret des touches et de murmures provenant des bureaux voisins. Puis un homme en costume gris anthracite sortit du bureau du fond. « Mademoiselle Laurent ?» dit-il en tendant la main. « Je suis Sébastien, le directeur d'agence. Passons dans mon bureau. » Il était courtois, mais je le vis dans sa posture. Le passage du dédaigneux au déférent. Un seul regard sur le document, et le ton changea. Le ticket était réel. L'argent était réel. Je m'assis en face de lui à un large bureau en chêne, le bonnet et la valise posés à mes pieds. Il m'offrit de l'eau. Je refusai. « Nous devrons bien sûr lancer la procédure de vérification officielle, dit-il en tapotant sur une tablette. Cela prendra quelques jours avant que les fonds soient pleinement accessibles, mais c'est un changement de vie. Félicitations. Je hochai la tête une fois. J'aimerais ouvrir un compte d'investissement privé. Bien sûr, nous pouvons vous guider dans tout. Vous voudrez travailler avec l'un de nos conseillers fiduciaires. Il marqua une pause, scrutant son écran. Laurent, seriez-vous par hasard lié à la famille Moreau? Il gérait autrefois le trust familial Moreau. Mes doigts se crispèrent sur l'accoudoir. Je ne crois pas, répondis-je prudemment. Quel trust? Oh, fit Sébastien en fronçant légèrement les sourcils. Ce n'est probablement pas à moi de le dire, mais il s'occupait personnellement de tous les documents. Ce n'était pas une somme énorme, mais assez conséquente.
principalement destinées aux petits-enfants, je pense. J'en suis une. Le silence devint tranchant. Je vois, dit-il, sa voix se tendant légèrement. Je peux vérifier ce qui est publiquement visible, mais votre nom n'apparaît pas parmi les bénéficiaires actuels. Il n'y a jamais figuré, je suppose. Il ne répondit pas à cela. Il offrit simplement le genre de sourire que les gens font quand ils ne veulent pas être poursuivis. Je partis peu après, les documents dans un dossier bien rangé, la carte du directeur glissée à l'intérieur. Le soleil dehors était trop brillant. Je chaussais des lunettes de soleil dont je ne me souvenais pas avoir emporté et marchais jusqu'à trouver un petit salon d'hôtel ouvert pour le café du matin. C'était calme seulement, 2 autres personnes dans la salle, un homme lisant le Wall Street Journal et une femme faisant défiler son téléphone. Je m'enfonçais dans un fauteuil en cuir et resserrais mon manteau autour de moi. Sur mes genoux, je dépliais des souvenirs que je n'avais pas touchés depuis des années. Je me souvins du concours d'orthographe en 5e. J'avais passé des semaines à me préparer mémorisant des mots que personne d'autre dans ma classe ne savait prononcer. Le jour où je gagnais, je rentrais à la maison rayonnante. Papa avait levé les yeux de la télévision et dit « C'est bien, mais ta sœur vient d'intégrer l'équipe universitaire. » Ce n'était pas de la déception, c'était de l'indifférence. C'était la première fois que je comprenais que l'amour dans ma famille venait avec un tableau de score que je ne pouvais pas voir. Et d'une manière ou d'une autre, je commençais toujours en retard. Des années plus tard, quand Valérie ne pouvait pas payer son loyer à l'université, je l'avais couvert. J'avais sauté des repas, j'avais pris des doubles shifts à la bibliothèque et lui avais donné tout ce que j'avais. Parfois, en mentant à maman et papa, prétendant que j'avais une prolongation de bourse juste pour expliquer pourquoi il ne me restait rien. Il n'avait jamais demandé. Il m'avait simplement laissé faire. Non pas parce que j'étais généreuse, mais parce que j'étais jetable. Mais maintenant, j'avais un chiffre attaché à mon nom qu'il ne pouvait plus ignorer et qui n'avait rien à voir avec leur approbation. Je terminais mon thé lentement, savourant chaque gorgée. Plus tard, ce jour-là, je retournai à la banque et rencontrai une conseillère nommée Claire. Elle avait des yeux bienveillants, ne posait pas de questions inutiles et expliqua tout sans la moindre trace de condescendance. Quand elle me tendit les derniers documents à signer, je marquai une pause. « Non, sur le compte ?» demanda-t-elle. Je la regardai, puis baissai les yeux sur la page. « Élise Laurent », dis-je simplement. « Le mien uniquement. » Elle sourit. « Parfait. » Ma signature fut ferme. Pour une fois, cela ne ressemblait pas à emprunter l'avenir de quelqu'un d'autre. Cela ressemblait à écrire le mien. Je quittai la banque avec un dossier en main et un calme que je ne pouvais pas vraiment décrire. Pas encore du bonheur, mais quelque chose de plus solide. De la détermination. Au moment où je m'engageais dans l'allée de la tante Gabrielle à Fayetteville, la matinée s'était étirée en un après-midi gris et paresseux. Ma voiture, le chauffage, encore en train de chauffer. Je restais garée une minute entière, essayant de trouver quoi lui dire. Cela faisait au moins 1 an que nous ne nous étions pas parlé peu, être plus. Je pris la valise, passai mon sac sur l'épaule et sonnai. 2 doux carillons résonnèrent à l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit. Elle se tenait là en tablier saupoudré de farine, une cuillère en bois encore à la main. Ses cheveux étaient devenus complètement argentés depuis la dernière fois. « Élise », elle cligna des yeux surprise. « Eh bien, je pensais que tu restais chez des amis. C'est ce que ta mère m'a dit. » Je lui offris un sourire fatigué. Elle n'a pas mentionné la valise, hein ? Ses yeux glissèrent sur la poignée usée dans ma main. Quelque chose passa sur son visage. De la culpabilité peut être, ou un souvenir. « Entre », dit-elle enfin en s'écartant. La maison sentait la cannelle et le clou de girofle. Elle avait probablement cuisiné quelque chose de zéro. Gabrielle faisait toujours les choses à l'ancienne, même ses regrets. Nous nous installâmes dans la cuisine. J'entourais mes mains autour d'une tasse de thé qu'elle versa sans demander. Elle s'affaira au comptoir en coupant des pommes pour une tarte qu'elle n'avait clairement pas besoin de faire pour éviter mon regard. « Ils t'ont vraiment mise dehors ?»
demanda-t-elle doucement. Juste comme ça, je hochai la tête. Le silence entre nous s'épaissit. Il n'était pas nouveau, juste plus profond maintenant. Tu te souviens de ce dîner quand j'avais 10 à 9 ans demandai-je. Tu étais là. Maman et papa vous avaient invité toi et oncle Roy avant qu'ils ne partent. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Celui où ta mère avait fait ce poulet au romarin. Et j'avais proposé d'aider dans l'entreprise. J'avais dit que je voulais apprendre comment les choses fonctionnaient. Je pensais que si je gagnais ma place, je compterais davantage. Elle hocha lentement la tête. Je me souviens, maman m'a dit en souriant. C'est gentil, mais nous ne faisons pas d'embauche par charité. Gabriel grimaça. Je détestais ça. Tu n'as rien dit. Je sais. Elle s'essuya les mains sur un torchon, puis s'assit en face de moi, les mains croisées sur la table, comme si elle se préparait à une confession. J'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux la vérité, dis-je. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à propos du trust ? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle regarda vers la fenêtre, où les branches nues grattaient doucement la vitre. Ils m'ont dit que tu n'en faisais pas partie pour ton bien, répondit-elle enfin, que tu avais besoin de trouver ta propre voie, que tu ne t'épanouirais jamais si tu devenais trop à l'aise. Je laissai échapper un rire amer. Ce n'est pas de la protection, Gabriel, c'est une punition. Il voulait que je reste pauvre. Il me gardait à courir pour que je ne pose pas de questions. Elle secoua la tête. Je n'étais pas d'accord, mais ton père et ta mère avaient décidé tôt. Tu étais toujours celle qu'ils ne pouvaient pas prédire ni diriger. Alors ils ont verrouillé les portes avant que tu ne trouves la clé. Ces mots tombèrent comme des pierres. Je voulus crier, jeter la tasse, pleurer ou partir. Mais je ne le fis pas. À la place, je fixai la croûte de tarte qui se formait sous ses mains. Borse parfait, toujours né, toujours composé. Ils ont décidé les rôles tôt, dit-elle à voix basse. Valérie l'héritière, toi laide. Moi ? J'étais juste censée rester silencieuse. Pourquoi les as-tu écoutés ? Demandai-je. Parce que quand je ne le faisais pas, ils me mettaient aussi à l'écart. C'est un schéma, ma chérie. Tu n'es pas la première. Cela me frappa plus fort que je ne m'y attendais. Nous restâmes assises en silence. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le léger bouillonnement des pommes sur la cuisinière. Au bout d'un moment, elle se leva, marcha jusqu'au garde-manger du fond et revint en tenant une petite enveloppe manille. Elle était jaunie sur les bords scellés avec du ruban adhésif. « Je n'étais pas censée la garder, dit-elle. Ta mère m'avait demandé de la détruire. Je ne l'ai pas fait. Je la pris doucement, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée dans l'écriture de mon grand-père. Sa signature était encore ferme. Je lus les premières lignes puis me figeai. Il m'avait nommé moi, pas Valérie, pas les autres, moi. J'ai toujours dit que cela devrait aller à celle qui a les yeux les plus clairs, avait-il écrit. Élise voit ce que les autres ne voient pas, la bénéficiaire originelle. Je refermai la lettre. Tu savais, dis-je. Elle hocha la tête. Je ne savais pas à quel point cela compterait, jusqu'à ce qu'ils effacent ton nom. Je ne savais pas qu'ils feraient, comme si cela n'avait jamais existé. Je me levai la chaise grinçant derrière moi. Ma voix était maintenant ferme. Je ne suis pas ici seulement pour la revanche, Gabriel, mais je suis ici pour la vérité. Elle soutint mon regard. Alors tu ferais mieux d'être prête à ce qui vient ensuite. Je glissai la lettre dans l'enveloppe, la zippa, dans la poche intérieure de mon manteau et repris ma valise. J'avais déjà tout préparé. Le trajet jusqu'à Charlotte dura un peu plus de 2 heures, assez pour que mon estomac se noue, puis se détende à nouveau. Je n'avais d'autre plan que de me présenter. Cela en soi ressemblait à une petite révolution. J'avais acheté une robe la veille, ligne nette, couleur, audacieuse, sans fioriture, pas chère, mais choisie par moi, pour moi. Le genre qui ne murmurait pas « j'essaie trop fort », mais qui réussissait quand même à se distinguer dans une salle pleine de paillettes et de rires au champagne calculé. Le bar sur le toit scintillait de lumière dorée, suspendu au-dessus de tables polies et de verres étincelants. La ligne des toits scintillait derrière la vitre. Le personnel se déplaçait
comme des ombres en gilet de smoking. C'était le genre d'endroit préféré d'Isabelle. L'élégance pour le spectacle, l'exclusivité pour le sport. Je pénétrai à l'intérieur et marquai une pause. Son rire m'atteignit avant son regard. Puis elle me vit. Tout sur son visage se figea sauf ses lèvres. « Qui t'a dit où c'était ?» demanda-t-elle. Je ne bronchai pas. Personne. J'ai lu la ville comme je te lisais autrefois. Sa mâchoire tressaillit, mais elle ne fit pas de scène. Ce n'était pas son style. Pas devant des inconnus. Quelqu'un me tendit un petit badge. Plastique blanc attaché à un cordon. Soutien invité, y était-il écrit. Une erreur. Mais ma sœur ne corrigea pas. Bien sûr que non. Je l'enlevai lentement et le posai à plat sur la table en marbre entre nous. Même maintenant, dis-je calmement, tu as honte que je me présente dans mes propres vêtements, avec mon propre nom. Isabelle prit une flûte de Prosecco et but sans répondre. Quelques têtes se tournèrent. Ma présence n'était pas passée inaperçue. Je sentais le poids des regards, des souffles retenus. Et quelques murmures. C'est sa sœur. Elle fit un geste vers une table éloignée près des portes coulissantes menant à la terrasse. Tu peux t'asseoir là, bas. Je ne bougeai pas. Un homme s'approcha avec un plateau d'amuse-bouche. Isabelle sourit largement. Merci, nous en prendrons deux. Elle marqua une pause, les yeux glissant vers moi. En fait, juste un. Je me tournai et marchai lentement vers le bar, commandai un verre d'eau, puis fis le tour et m'appuyai sur la rambarde près du bord de la terrasse. La ligne des toits de Charlotte semblait calme, inconsciente. Je m'accrochai à cela. Peu après, j'entendis le tintement d'un verre dans la voix d'Isabelle. « À la famille qui te soutient », dit-elle en levant son verre. Et qui sait qu'en rester à sa place. Un léger frisson de rire gêné traversa la foule. Quelqu'un fit teinter son verre quand même. Ma prise se resserra autour du pied du mien. Mes jointures blanchirent. L'enveloppe de Gabriel était lourde dans mon sac. Je ne la sortis pas. Pas encore. À la place, je m'excusai et me dirigeai vers le couloir menant aux toilettes, juste pour respirer. C'est alors que je le vis. Un croquis encadré, accroché au mur, près de l'entrée de la pièce poudrière. Très doux, au crayon coloré avec soin enfantin. Une petite fille et un chat sous un arbre. C'était le mien dessiné à 10 ans, après la mort de notre chat Trèfle. Mais il était signé Isabelle. Je m'approchai et traçai le coin. Mes initiales originales avaient été effacées à peine visibles sous le plastique, juste assez pour me faire ressentir à nouveau toute la brûlure. Même mes crayons n'étaient pas en sécurité avec toi, murmurai-je à moitié pour moi-même. Mon cœur retrouva un rythme normal, tandis que je retournais à la fête. La foule était plus calme maintenant, les boissons coulaient plus facilement. La musique passa à un jazz doux. Isabelle posait pour des photos avec un groupe d'amis que je n'avais pas vu depuis l'université. Le genre qui m'avait supprimé après que maman m'ait traité d'émotive à Thanksgiving. Et puis je marchais vers le DJ. Il leva les yeux tandis que je me penchais et parlait doucement. Il haussa les sourcils. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. » Quelques secondes passèrent avant que les premières notes retentissent. La chanson préférée de notre père, Ain't No Sunshine. Brute, lente, lourde. Elle n'avait pas sa place dans ce décor de rire et d'or. C'était le but. Isabelle arrêta de rire. Maman, assise près du bar, détourna le visage. Je m'avançai seule au centre de la piste de danse et je dansais. Pas pour être vue, pas pour reprendre de l'espace, mais parce que je le pouvais. Mon corps bougeait avec un rythme calme, ancré dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec eux. Le poids des années, des mensonges, des rôles qu'on m'avait imposés comme des vêtements usagés. Tout cela s'allégea pour cet instant. Quand la musique s'estompa, personne n'applaudit, mais personne n'interrompit non plus. Le sourire d'Isabelle ne revint pas ce soir-là. Moi je l'amiensi, et je le portais jusqu'au bureau de mon avocat. Je laissais le toit derrière moi, tandis que le crépuscule s'installait sur Charlotte, un poids silencieux de lumière et de chaleur. Mes talons cliquetaient différemment maintenant, non pas en soumission, non pas dans le doute,
mais dans un rythme qui ressemblait davantage à une ponctuation. À 8 heures du matin, le lendemain j'étais déjà assise, dans un bureau au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. Murs neutres, portes vitrées, climatisation discrète, bourdonnant, comme si elle détenait des secrets. La réceptionniste m'accueillit poliment, son regard glissant sur mon simple blazer marine et l'enveloppe format légal dans ma main. Je n'avais besoin d'impressionner personne, j'avais juste besoin que les choses soient faites. Mademoiselle Laurent, une assistante juridique, appela depuis le côté. Nous sommes prêts à enregistrer la société quand vous voulez. Je la suivis dans la salle de conférence vitrée. Je posai l'enveloppe. Cette entité détiendra tous les investissements liés à la loterie, les contributions caritatives et les acquisitions futures, dis-je d'une voix égale. Aucun membre de la famille sur les documents, aucun amendement par des conseils extérieurs, aucune signature sauf la mienne. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Compris. Tandis qu'elle examinait le dossier, je glissai un second jeu de documents étiquetés propriété 1786 Pin Holloway. Elle leva les yeux. Transfert de titre. Procédure d'expulsion. Je sirotais un café que quelqu'un avait laissé intact. Les locataires actuels sont en violation d'occupation. Elle cligna des yeux. Vous connaissez les locataires? Ce sont mes parents. Je n'en dis pas plus. Elle ne demanda pas, non par froideur, mais par principe. Il avait fallu des mois avant que l'argent de la loterie ne soit libéré. Anonyme protégé, j'avais bien utilisé ce délai. La maison de Pinolo avait été achetée via l'une de mes sociétés écrans. Pas de paperasse inutile, juste une manœuvre légale propre. Ils m'avaient mise dehors en pensant que c'était leur domaine. Il s'avérait qu'ils squattaient le mien. Flashback, 6 semaines plus tôt. L'agent me tendit le stylo à la signature. Vous êtes sûr de ne pas vouloir le titre à votre nom? Certaine. Il avait souri pensant que c'était pour des questions fiscales. Il ne savait pas que c'était pour reprendre le sol même d'où j'avais été effacée. De retour au présent, je paraphai la dernière page, fis glisser le dossier sur la table et me levai. Allons de l'avant, dis-je à la salle. De l'autre côté de la ville, la première secousse arriva. Le téléphone de Valérie vibra pendant son brunch, son 3e mimosa intact. Avis d'expulsion déposé. Pin Hollow Holdings LLC contre locataire actuel. Son rouge à lèvres se barbouilla légèrement tandis que sa bouche s'ouvrit. Elle l'a fait. La voix de Gabrielle craqua dans le haut-parleur quand elle appela. Elle n'a pas commencé cette guerre, dit-elle doucement, mais je pense qu'elle est enfin en train de la terminer. Je n'eus pas besoin d'entendre la panique pour la ressentir. La maison était plus que du bois et des clous pour eux. C'était leur siège de contrôle, leur version de l'héritage. Le mien ressemblerait à toute autre chose. Ce même après-midi, je m'assis en face d'une femme nommée Sophie, directrice du refuge pour femmes Avonwell. Nous nous rencontrâmes dans un café calme près du parc. Je suis ici au nom d'un donateur anonyme, dis-je, en faisant glisser un chèque certifié sur la table. Elle baissa les yeux sur le montant et cligna des yeux. « Vous êtes sûre ?» murmura-t-elle. « Il y a une condition, ajoutai-je. La branche des bourses s'appellera le Fonds Lumen. Elle est destinée aux femmes qui se reconstruisent. Bourse d'études, formation professionnelle, logement sûr. » Les yeux de Sophie s'embuèrent. « Savez-vous ce que cela signifie pour nous? Cela change tout. » Sa voix se brisa. Je la connaissais vaguement. Des années plus tôt, ma mère s'était moquée d'elle lors d'une collecte de fonds à l'église, l'appelant cette libérale célibataire avec le complexe du sauvetage. Maintenant, elle tenait un espoir qu'il ne pouvait pas toucher. Je partis discrètement, refusant photos ou déclarations. Il n'avait pas besoin de savoir que c'était moi. La seule personne qui devait le savoir, c'était moi. En début de soirée, j'étais de retour chez moi. Le petit porche donnait à l'ouest sur une ligne d'arbres, tournant au rouge orangé, dans le doux début de l'automne. Je préparais du thé à la camomille et au miel.
Le téléphone vibra juste au moment où je m'installais dans le rocking chair. Valérie, ils savent. Pas de sujet, pas de ponctuation, juste cela. Je ne répondis pas. Je ne le regardais même pas à nouveau. À la place, je laissais la vapeur monter et entourer mon visage. L'air était encore chaud, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, le silence ne portait pas de poids. Il portait la paix. Il pensait m'avoir enterré sous la honte. Ils ne savaient pas que j'avais construit une échelle avec chaque pierre qu'ils avaient lancée. Après le thé sur le porche, je ne dormis pas beaucoup. Pas à cause du stress, mais à cause de la clarté. Ce genre de calme qui ne berce pas mais qui arme. Quand le matin arriva, je ne consultais pas les titres. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'ils tourneraient l'histoire. Et ils le firent. À 15h, ma sœur était sur une émission matinale locale de Charlotte. Présentateur soignait décor floral, canapé en velours. Elle avait l'air trop à l'aise. Sa voix était sirupeuse. Ses cheveux soigneusement bouclés comme l'innocence. L'écran sous elle indiquait « Rupture familiale après un gain à la loterie. La sœur brise le silence. » Je regardais depuis mon appartement le son bas, le thé refroidi dans ma main. « Elle a toujours eu des problèmes », dit Valérie en étirant les mots, comme si elle cueillait de la sympathie dans l'air. Nous l'avons accueillie quand personne d'autre ne le voulait. Mais une fois l'argent arrivé, le masque est tombé. Elle est amère, ingrate, éloignée pour une raison. Le présentateur, visiblement mal à l'aise, murmura quelque chose sur l'espoir et la guérison. Valérie sourit, le menton relevé. Elle n'était pas faite pour les responsabilités familiales. Certaines personnes ne le sont pas. Et franchement, je suis contente que nous l'ayons aidée à l'époque où elle en avait besoin. Je clignais lentement des yeux. Il ne réécrivait pas seulement l'histoire, il la syndiquait. De retour au bureau, Gabriel était déjà en mouvement. Tandis que Valérie se peignait en héroïne blessée, Gabriel se connectait à notre dépôt de presse sécurisé. L'émission était diffusée en direct, ce qui signifiait qu'il n'était pas trop tard. Je textais seulement 2 mots. Publie maintenant. 2 minutes plus tard, le flux du présentateur changea. L'écran vacilla. Puis l'audio, pas nos visages, juste le son. La voix de Valérie, nette, incontestable depuis le couloir de la maison de nos parents. « Sors tes ordures, tu es morte pour nous. » Et son mari derrière. « Nous arracherons ce chèque de ses mains froides s'il le faut. » L'émission se figea. Silence mort, puis panique frénétique, coupure publicitaire, puis interruption complète de la diffusion. Au coucher du soleil, le clip avait plus de 2 millions de vues. Micro ouvert révèle les mensonges familiaux. Les hashtags s'écrivirent d'eux-mêmes. Les sections de commentaires se remplirent de phrases comme « Elle l'a accueilli », c'est accueillir un sac de frappe. Elle s'est juste dénoncée en HD. Ce présentateur mérite une prime de risque. En soirée, je m'assis avec le dernier morceau de vérité que je n'avais pas encore touché, l'Ancien Testament. Il avait été enterré dans un classeur chez tante Gabrielle, un brouillon non signé datant de plusieurs années. Mon nom listé en premier, non seulement comme bénéficiaire, mais comme héritière principale incontestée, inscrit dans l'écriture de mon père, à Élise pour sa constance, puis rayé, daté quelques semaines avant que je gagne à la loterie. Ils ne m'avaient pas seulement renié, ils avaient essayé d'effacer la partie où ils avaient cru en moi autrefois. Je scannais le document, le déposais numériquement en silence avec mon équipe juridique. Qu'ils parlent. Pas de post viral, pas de légende, pas de hashtag, juste les faits. À travers le pays, le cycle médiatique prit de l'ampleur. Les écrans montraient des comparaisons entre l'interview de Valérie et le moment du micro ouvert. L'expression « escroc » d'à côté devint tendance. Les montages TikTok associaient ces extraits à une musique dramatique. Et puis ils trouvèrent cela, une photo du jour de mon expulsion. Moi sur le trottoir, la valise à côté de moi, le bonnet tricoté tombant de ma main. Une caméra de porte de voisin l'avait capturé, horodatage et tout. Cette image frappa fort. Même des inconnus commencèrent à poster. On ne jette pas son enfant comme ça. Elle est partie en silence, et il criait encore.
Cela devint un symbole, pas seulement de moi, mais de tous ceux qui ont été jetés de côté par des gens qui prétendaient les aimer de manière conditionnelle. Valérie et son mari annulèrent leur prochaine apparition. L'Église retira discrètement leurs photos du tableau d'affichage. Une cousine que je n'avais pas vue depuis des années m'envoya un texto. Je n'avais aucune idée. Je suis désolée. Je ne répondis pas. Certaines excuses n'ont pas besoin de réponse, juste de reconnaissance. Ils avaient essayé de weaponiser la honte à la télévision en direct, mais la honte, il s'avère, avait déjà changé de camp. Il y a un point, même quand on a raison. J'ajustais le col de mon manteau, le même que je portais le jour où je me tenais devant la maison de mes parents, avec rien d'autre qu'une valise et un bonnet. Le manteau sentait encore légèrement le cèdre et la honte. Je ne le portais pas pour faire une déclaration. Je le portais parce qu'il me rappelait ce que survivre ressentait quand personne ne vous offrait d'abri. La salle d'audience n'était pas pleine, juste quelques journalistes, au fond quelques membres du personnel, et bien sûr, Valérie assise, raide à côté de son avocat, les lèvres serrées dans une ligne qui n'avait rien à voir avec l'humilité. Elle leva les yeux une fois. Je ne sciais pas. Mademoiselle Laurent. Son avocat commença d'une voix qui ressemblait à un sourire narquois. Poursuivre sa propre famille pour diffamation et détournement. Cela ne passera pas bien auprès du tribunal. Cela sent la vendetta émotionnelle. Je gardais une voix égale. Et réécrire publiquement la vie de quelqu'un à la télévision ne le fait pas. Le juge n'eut l'air amusé ni par l'un ni par l'autre. Nous passâmes rapidement les déclarations d'ouvre. Le camp de Valérie argua que j'étais rancunière, instable, avide, que c'était à propos d'un gain à la loterie et d'une vieille rancune qui couvait. Mais ensuite mon camp parla et nous ne commençâmes pas par l'argent. Nous commençâmes par un chiffre, un compte joint ouvert quand j'avais dit à 7 ans. Mon premier petit travail freelance, concevant une invitation de mariage pour un couple local. Il m'avait payé en espèces. Mon père l'avait déposé pour moi, disant que c'était plus sûr ainsi. Je l'avais cru. Nous montrâmes les relevés de transactions, puis les retraits, tous, sans mon autorisation même des années, après que j'ai déménagé. Et après l'expulsion de la plaignante, mon avocat demanda, en tournant la dernière page, il se tourna vers l'employé de banque à la barre des témoins. Oui, confirma-t-elle, les retraits ont été effectués en utilisant la carte du titulaire secondaire, encore active sous le profil de M. Moreau. Après le reniement, répéta mon avocat, laissant le silence planer. Cette affaire, dit-il, ne concerne pas la loterie. Elle concerne des décennies d'effacement silencieux, d'être traitée comme un outil plutôt que comme une fille. Valérie ricana. Allons-nous vraiment faire comme si quelques centaines de dollars du lycée étaient un crime ? Je me penchai vers le micro. Ce n'était pas le montant, c'était le message. Vous nous devez, pour le simple fait d'exister. Les souffles furent discrets, mais audibles, mais rien comparé à ce qui suivit. Ma tante Gabrielle se leva au dernier rang. « Votre honneur », dit-elle sa voix tremblante mais ferme. « Avec votre permission, j'aimerais diffuser un message vocal, laissé par erreur sur mon téléphone il y a 2 semaines. » Le juge hocha la tête. Elle activa le haut-parleur. La voix de ma mère craqua à travers. « Si elle gagne ce procès, nous perdons tout. Pourquoi ne l'as-tu pas simplement laissé disparaître ?» La salle d'audience retint son souffle. L'avocat de Valérie referma lentement son dossier, comme si cela pouvait arrêter ce qui venait d'exploser. Le front du juge se plissa. Ce n'est pas seulement de la négligence, c'est délibéré. Valérie se tourna vers son mari sifflant. « Tu avais dit que c'était supprimé, » répliqua-t-il. « C'est toi qui n'as pas pu fermer ta bouche à la télévision. » Les journalistes griffonnèrent plus vite. Le juge frappa son marteau, 1 fois, 2 fois. Assez. 30 minutes plus tard, le verdict tomba en ma faveur. Dommages-intérêts complets. Une excuse publique obligatoire, à délivrer sur la même émission où ils avaient essayé de m'enterrer. Mais je ne souris pas. Quand le juge demanda si j'avais quelque chose à dire, je me levai, marchai vers l'avant et gardai ma voix basse. Je n'avais pas besoin de leurs excuses.
J'avais juste besoin que la vérité tienne là où ils avaient essayé de la faire tomber. Et je sortis quelque chose de la poche de mon manteau, l'avis d'expulsion froissé, effiloché sur les bords, écrit dans l'écriture nette et distante de ma mère. Tu as fait ton choix, ne reviens pas. Je ne le lus pas à voix haute. Je le tins simplement un instant, puis le pliai en deux et le rangeai. En sortant du tribunal, le soleil frappa mon visage comme un souvenir. Ce mot, je le gardai, non pour me souvenir de la douleur, mais pour marquer le jour où j'ai arrêté de supplier une place à leur table. Je ne tournais pas dans l'allée, je levais simplement le pied de l'accélérateur tandis que l'ancienne maison apparaissait. Calme maintenant, un fantôme sans famille pour le hanter. La lumière du porche était éteinte, les volets écaillés, un panneau de saisie oscillait paresseusement sur le poteau, avant, grinçant dans la brise, comme une balançoire de porche laissée derrière. Je n'eus pas besoin de me garer. Mon nom était déjà sur l'acte, caché derrière une société écran, acheté aux enchères pour un prix inférieur à celui auquel mon orgueil s'était jamais vendu. Ce n'était jamais une question de revanche, c'était une question de fermer un cercle. Je m'arrêtais le long du trottoir d'en face et laissais le moteur tourner au ralenti. C'était un après-midi de fin de printemps doré et trompeusement chaud. J'entr'ouvris la vitre. Le parfum de chèvrefeuille se mêlait à l'herbe coupée au loin, le même qu'il avait toujours été dans cette rue. Mais quelque chose semblait différent. Je ne ressentais plus de douleur en regardant cette maison. Cette maison n'est plus un foyer, murmurai-je à personne. Plus maintenant. J'éteignis le moteur sorti et marchai lentement le long de la clôture latérale. Même portail déformé, même lierre s'enroulant comme de vieux secrets. La haie était encore là, envahie mais vivante. Je m'agenouillai à côté d'elle, écartant les feuilles humides et les morceaux de paille de pin. Mes genoux s'enfoncèrent dans la terre molle tandis que je tendais la main dans l'espace sous la haie. Je savais exactement où tâtonner, où la boîte en fer avait été glissée il y a 20 ans, derrière une pierre en forme de brique. Elle était encore là. La rouille avait envahi les jointures, mais elle tenait. J'ouvris le couvercle, les doigts tremblants, à moitié m'attendant à ne rien trouver à l'intérieur. Mais c'était là, une poignée de Polaroid, moi tenant un chiot, moi, dans un costume d'Halloween que j'avais cousu moi-même. Mon père, me poussant sur une balançoire en pneus, des croquis froissés avec mon nom inscrit dans le coin, et une note pliée jaunie par le temps. À ma lumière la plus brillante, joyeux, 10e anniversaire. Ne laisse pas le monde t'assombrir. Je la lus à voix haute, ma voix, à peine plus qu'un souffle. Drôle comme les gens oublient la gentillesse qu'ils ont donnée autrefois, surtout quand l'argent entre dans la pièce. Cette note avait été écrite avant les listes d'héritage, les fonds fiduciaires et la honte. Je la repliai. Je n'emportais rien avec moi. Certaines choses n'ont pas besoin d'être déterrées pour être guéries. Je me levai, époussetais mes genoux et laissai le couvercle se refermer avec un clic. Au moment où je revins à la voiture, le soleil avait baissé. Le soir s'insinuait autour des bords des lampadaires. Le téléphone sonna. Je le laissai vibrer 2 fois avant de regarder. Maman. Je fixai le nom plus longtemps que je n'aurais dû avant de répondre. Sa voix se brisa en premier. « Tu es satisfaite, maintenant ?» Je m'appuyai contre l'appui-tête. « Non, dis-je doucement, mais je suis libre. » Il y eut une pause. Je la laissai grandir. Elle dit « Nous pensions que tu n'y arriverais jamais sans nous. » Je ne criai pas, je ne bronchai pas. Je répondis simplement « Vous aviez raison. Je n'y suis pas arrivée sans vous. J'y suis arrivée malgré vous. » Cette fois, je terminai l'appel. La ligne ne méritait pas d'au revoir. Plus tard dans la semaine, je me retrouvai dans une galerie nichée au bord de la ville calme et chaleureuse, remplie d'œuvres qui ressemblaient davantage à des confessions qu'à de la décoration. Je marchais jusqu'au fond où un seul projecteur tombait sur une sculpture. Ma sculpture, un cube de résine enfermant une note en papier, froissée avec une écriture encore lisible. « Tu as fait ton choix.
ne revient pas. Elle était placée à l'intérieur d'un cadre de valise craquelé, celle que j'avais roulée depuis le porche ce jour-là. La plaque indiquait héritage par Laurent. Une jeune femme, près de moi, murmura à son amie. C'était basé sur une histoire réelle. Je me tournai, souris légèrement, assez réelle pour devenir de l'art. Elle ne demanda pas plus. Je sortis par l'entrée arrière, laissant l'air printanier m'envelopper. Le même manteau sur mes épaules, mais une femme différente à l'intérieur. Et en sortant, je réalisai que la valise qu'il m'avait laissée avait transporté plus que des vêtements. Elle avait transporté mon « merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui ». N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.